et merci d'être là. On va passer cette matinée à parler d'un sujet qui est fort dans l'actualité, vous l'aurez noté, puisque depuis 1978, on craint le blackout. Cette fois-ci, on s'en rapproche peut-être. En tout cas, est-ce qu'il y a un risque? On va se poser la question. Et puis surtout, y a-t-il des solutions pour éviter les coupures cet hiver et construire une véritable souveraineté énergétique européenne dans les prochaines années? Ce sont quelques-unes des questions qu'on va aborder tout au long de cette matinée. Chaque nouvelle crise nous montre une nouvelle dépendance. Vous le savez, la finance internationale avec les subprimes, les semi-conducteurs, et oui, déjà avec Fukushima, médicaments, masques avec le Covid, pétrole, gaz, céréales en ce moment. Alors aujourd'hui, le problème repose sur une compétition entre des États alliés, un retour parfois dans le discours du protectionnisme, des inégalités concurrentielles aussi, et un risque de délocalisation. Tout ça, ce sont les menaces qui nous guettent. On va parler de cet hiver, on va parler des hivers d'après. Winter is coming, comme on disait dans une série, dans Game of Thrones. Et je vous propose de commencer cette matinée en accueillant Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Voilà. Alors, c'est sympa de m'accueillir en disant Winter is coming, mais bon. Ben, j'essaie de faire des références, puisque d'habitude, c'est des chansons à la ref l'été, là, vous voyez. Je fais des références culturelles. Quand on était fin août sur la ref, le souci majeur des entreprises, c'était l'inflation, déjà, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on s'est trompé dans le diagnostic et est-ce que le vrai problème, c'est précisément celui dont on va parler aujourd'hui, l'énergie? Alors, vous n'avez pas écouté mon discours? Si, c'est la question d'après. Dans mon discours, j'appelais les Européens à trouver rapidement une solution conjointe pour fixer le prix de l'électricité. Alors, on ne peut pas dire que j'ai été entendu, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'on est à peu près au même niveau de négociation, ou quasiment. Alors, j'exagère un peu, parce qu'il y a eu quand même des progrès sur l'achat commun de gaz, etc. Mais oui, le sujet de préoccupation de l'énergie a forcément monté dans les sujets de préoccupation, parce qu'au fur et à mesure que les gens regardent leurs factures, pour ceux qui sortent des contrats à terme ou qui font leur budget 2023, évidemment, l'inquiétude les gagne. Alors, on n'est pas tous égaux devant la facture énergétique, parce que évidemment, il y a des gens qui sont très très concernés. Je citais là l'exemple du président du MEDEF du Havre, qui a une entreprise qui s'appelle Interver. Le gars, enfin comment dire, la facture énergétique, c'est maintenant 35% de son prix de revient, et il perd des parts de marché face à l'Asie, où le coût du transport, qui est pourtant élevé pour des produits pondéreux, est plus que compensé par la hausse de la facture énergétique. Donc, et puis à l'autre bout du spectre, vous avez des gens dans le tertiaire pour qui ça pèse, mais peu, et qui ne vont pas avoir leur activité remise en cause. Comment on en est arrivé là? Parce qu'on ne le découvre pas aujourd'hui, ce problème, bien évidemment, même s'il devient plus prégnant avec l'hiver, évidemment. Mais diriger, c'est prévoir. Je veux dire, comment on en arrive à ce stade aujourd'hui? Bon, d'abord, je dois avouer ma modestie et faire preuve d'humilité. Au MEDEF, on n'était pas des spécialistes de l'énergie, pour être très honnête. Et finalement, on a eu une espèce de cours de rattrapage accéléré. Mais je sais qu'après moi interviendront des gens plus compétents et plus qualifiés. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on n'a pas pris les leçons du choc pétrolier de 1974. C'est-à-dire qu'on n'a pas complètement intégré l'idée qu'il faut diversifier le mix énergétique et être en capacité de jouer sur plusieurs facteurs. Pour être juste, l'énergie a commencé à augmenter avant la crise, l'agression russe en Ukraine. Parce qu'en fait, c'est assez simple à comprendre, on passe d'une énergie qui est l'énergie fossile, essentiellement le pétrole, qui est abondante, facile à stocker, mondiale, bon marché, à une énergie qui est forcément plus compliquée parce qu'elle est intermittente pour l'essentiel, qui est l'énergie renouvelable. Et donc, par construction, les prix vont monter. Donc, le premier message à nos adhérents qu'on fait passer, c'est ne pensez pas que tout va redevenir comme avant, passer la crise. Le facteur énergétique, globalement, va monter dans les années qui viennent. Premier point. Deuxième point, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne a pris un tournant en 2010-2011 qui est d'arrêter le nucléaire et de dépendre au fond du gaz russe, qui a mis toute l'Europe en grande difficulté. Je dis l'Allemagne, mais on l'ignore, les pays de l'Est dépendaient aussi grandement
de la Russie pour l'approvisionnement en gaz, en charbon. On l'oublie, hein, mais la Pologne elle n'est pas autonome en charbon, elle importait beaucoup de charbon russe. Et même, et c'est toujours le cas aujourd'hui, en uranium. Il ne faut pas oublier que je crois, il y a une cinquantaine de centrales nucléaires qui sont en prévision de construction dans le monde. La moitié est construite par Rosatom, l'énergéticien russe. Vous voulez dire qu'on est en train de payer, là en ce moment, paye cette dépendance, mais bien sûr qu'on paye 10-30 ans de politique. On paye cette dépendance. Bon, alors c'est toujours facile de réécrire l'histoire, de pointer du doigt les responsabilités de telle ou telle chancelière, mais quand même, l'histoire jugera. Et je dis ça, il faut se dire que la guerre éclate le 24 février, à 3 mois près, on avait Nord Stream 2 qui ouvrait. Donc la dépendance était encore plus fort. Donc maintenant qu'on en est là, il faut évidemment diversifier le plus vite possible. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour du GNL. Là, les Allemands réagissent vite pour ouvrir un terminal GNL au nord, là, à Hambourg. Nous, les Français, on avait plutôt une situation plus confortable avec notre énergie nucléaire. Malheureusement, c'est la fameuse phrase de Jacques Chirac, ils volent en escadrille, on a des problèmes de corrosion, on a des problèmes de maintenance, et on n'a que, je crois, 36 centrales qui fonctionnent en ce moment. Oui, 36. Sur 56, voilà. Et donc l'hiver 2023 va être compliqué. Je pense que Jean-Pierre Clamadieu nous dira tout à l'heure si on a ou pas un risque de délestage. Et sur l'Allemagne, on aura Peter Altmaier qui sera un peu comptable de ce qu'on est en train de dire et qui pourra répondre évidemment sur le bilan de ces années. Simplement, côté français, il y a certes la dépendance à la situation ukrainienne et puis nos problématiques de parc nucléaire, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on fait alors? On continue le quoi qu'il en coûte, mais l'État ne paie plus le chômage partiel, mais cette fois il règle l'addition du gaz et de l'électricité? Non, je crois que d'abord, le quoi qu'il en coûte, on ne peut pas le continuer éternellement parce que les caisses sont vides. Non, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Le bouclier, en tout cas pour les entreprises, le bouclier qui a été mis en place, il est limité à 10 milliards d'euros et je ne suis pas sûr qu'il consomme. Vous savez que le premier bouclier qui avait été mis en place, c'était 3 milliards d'euros et on a consommé à peine 400 000 euros. Il est assez restrictif. Non, la bonne solution, c'est de trouver une solution européenne. Sur les deux points, c'est-à-dire il faut pas que ça soit le chacun pour soi. Or aujourd'hui, c'est les Allemands qui ont tiré les premiers, et effectivement, si chaque pays fait son propre bouclier en fonction de son mix énergétique, c'en est fini d'une certaine manière de la solidarité européenne. Mais le plus important, c'est de trouver un nouveau système de fixation du prix de l'électricité. Encore une fois, le prix de l'électricité, il est local par construction, puisque c'est une énergie qu'on doit consommer quand on la produit, ou qu'on doit produire quand on la consomme comme on veut. Donc, c'est pas un marché normal, c'est pas un marché de commodité où vous avez un baril de pétrole, ça voyage, donc il y a un prix mondial qui, par construction, il peut y avoir des petites variations, mais au bémol du transport, et quand il monte aux États-Unis, il monte en Europe et vice-versa. L'électricité, c'est pas le cas, et donc il faut imaginer un système dit de market design qui soit différent de ce qui a été fait. Le système actuel, il a été inventé par un Français, M. Boiteux, qui était patron d'EDF, mais il a été inventé à un moment où EDF était un monopole national pour le marché français. Et là, avec des mix de production qui sont très différents, il ne fonctionne plus. Nous, on a fait des propositions, on va essayer d'en faire. Il y a probablement une piste autour de séparer le marché des renouvelables qui sont par nature intermittents, qui ont un coût de production qu'on peut imaginer sur plusieurs années, et les marchés spéculatifs qui sont mondiaux. Il faut y réfléchir, mais c'est urgent, absolument urgent. Et quand je vois que les ministres de l'énergie se sont réunis jeudi dernier pour ne rien conclure, je m'inquiète. L'autre danger, nous nous inquiétons. L'autre danger, c'est celui de délocalisation, c'est-à-dire d'une industrie française, on va y revenir bien évidemment au cours de cette matinée, mais d'une industrie qui n'est plus compétitive en Europe et en France par rapport à d'autres zones, notamment les États-Unis? C'est surtout en Europe. Il ne faut pas croire que les Allemands vont avoir un problème différent du nôtre. En fait, globalement, si le prix de l'énergie est durablement 5 à 6 fois moins cher aux États-Unis et en Asie qu'en Europe, par construction, les arbitrages de production se feront. Ils ne se feront pas, on n'est pas à la semaine, mais je donnais cet exemple du verre, mais il y a d'autres exemples. Et ils se feront beaucoup sur les industries primaires, où l'énergie est un facteur de compétitivité fort, un peu moins sur les industries de transformation. Mais la chimie allemande est probablement en première ligne sur ces risques-là. Alors évidemment,
il y a plusieurs manières de voir les choses, parce que les grands groupes chimiques allemands ont des usines de production, les grands groupes automobiles allemands, des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, eux, ils peuvent arbitrer. Mais le Mittelstand allemand et les ETI françaises, elles, vont souffrir. Donc, oui, il y a un risque de désindustrialisation de l'Europe si cette asymétrie de coûts est durable. Et si vous rajoutez l'IRA, donc le Inflation Reduction Act, qui est un système de subvention massif à la décarbonation de l'industrie américaine, mais à condition que ça soit produit aux États-Unis, je pense qu'il y a un peu urgence, enfin pas un peu, il y a urgence à trouver une réponse européenne intelligente. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que du coup, la bonne échelle, c'est l'Europe. Clairement. Non, mais bien sûr. C'est pour ça que, honnêtement, on a assez mal pris le plan allemand, qui finalement était un peu la théorie du last man standing, c'est-à-dire je protège mes entreprises parce qu'au moins elles resteront, et puis les autres on verra. Mais c'est absolument pas le bon raisonnement. On l'a dit poliment, mais assez fermement à la réunion de Business Europe à Stockholm, à tel point que bon, c'était dans les journaux, il y a eu un petit incident. Moi, j'ai refusé de signer la déclaration finale, considérant qu'elle était pas du tout à la hauteur des événements. Donc, on a fini par trouver un accord, mais il a fallu quand même bagarrer ferme. Finalement, on retrouve un peu les divisions qu'on connaît, à la fois face on va l'appeler au protectionnisme américain ou au modèle financier américain, et à ce prix de l'énergie. Alors, l'Europe, elle a connu beaucoup de crises. Je ne peux pas croire qu'on ne trouve pas une solution assez différente, mais qui sont absolument majeures. Absolument majeures. Et je ne suis pas sûr, pardon de le dire comme ça, que les médias français aient bien compris l'ampleur de ce dont on parle. Alors, on va peut-être essayer de finir par une note positive. Oui. Moi, il y a 2 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Si la crise sanitaire était une chance ». C'est un peu prétentieux de s'autociter, mais simplement pour dire que peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'accélérer la transition et la véritable révolution industrielle qu'on attend, non ? Alors, oui, c'est tout le paradoxe. C'est qu'on a enfin un signal prix sur l'énergie qui fait prendre conscience aux consommateurs, globalement, qu'il faut aller à la fois vers la sobriété et vers la transformation du mix. Le problème, c'est qu'il est un peu violent. S'il y avait eu, depuis les années 90, une taxe carbone qui montait lentement et qui était le bon signal prix, on aurait pu changer, adapter. Là, on le fait dans la douleur. Mais oui, je donnais cet exemple. J'étais dans l'Est, chez un industriel de la fixation, la LISI, qui me disait qu'il est, c'est-à-dire assez amusant, il est en train de réfléchir à remettre en service, enfin recréer un barrage sur la rivière qui s'appelle le Toul, je ne sais plus. Son usine, elle a 200 ans, enfin le site, pas l'usine, mais à 200 ans. Il y avait au départ, pour de la métallurgie au XIXe siècle, une forge avec un moulin, etc. Et finalement, l'hydroélectricité en autoconsommation, qui n'était pas rentable avec le prix de l'énergie très bas qu'on a eu, devient rentable. Donc oui, ça pousse à la vertu. Le problème, c'est que c'est des investissements sur plusieurs années et que ça va pas nous aider pour l'hiver 23 et peut-être pas pour l'hiver 24. Oui, c'est ça. Le court terme. On a un delta entre court terme et moyen terme qui est évident. Mais oui, vous avez raison. Je pense que ça va aider à accélérer l'implantation d'éoliennes. J'espère que ça va faire prendre conscience aux uns aux autres qu'on ne peut pas dire oui aux éoliennes, mais pas chez moi, oui au solaire, mais pas chez moi, parce que ça ne marche pas. Ouais. Moi, j'ai le premier parc éolien offshore en face de chez moi, vous voyez, en Bretagne. Bon. Mais qui était contre, hein ? Mais toutes les associations environnementales du coin. Donc il y a un moment où ce double langage doit cesser d'une certaine manière. Et le monde de l'entreprise est prêt à cette bascule. Vous sentez... On n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Et peut-être qu'effectivement, toute chose malheur est bon, c'est un réveil salutaire parce que ce signal prix très violent va faire prendre conscience aux gens qu'il faut accélérer. Vous voyez, il y a des choses simples qui ont été faites. La distribution qui éteint ses enseignes le soir, objectivement, quelque chose qu'on aurait pu faire depuis très longtemps. Qui était prévu d'ailleurs depuis assez longtemps, logiquement. Oui, mais voilà, on ne le faisait pas. Là, on le fait. Oui. Bon, merci beaucoup, merci à vous. Bézieux. On a posé évidemment les bases de ce qui va être notre matinée.